Queridos peregrinos y peregrinas, hacemos nuestra siguiente parada en el camino en Prulla. Venimos de recorrer un pequeñito pueblo medieval denominado Fanjó, que destaca en la vida de Santo Domingo de Guzmán por un evento conocido como la Disputa de Fanjó. Las disputas o controversias eran encuentros, es decir, cara a cara, entre un hereje y un cristiano, para defender cada uno su fe con diferentes argumentos. En este suceso cuenta la leyenda, en la disputa de Fanjó, que Santo Domingo de Guzmán, cara a cara con un cátaro, presentaron sus libros con sus argumentos y los tiraron al fuego, ya que no se decidía el pueblo quién era el ganador o el vencedor de esta disputa. La leyenda nos cuenta que el libro de la persona cátara fue totalmente quemado por el fuego y el libro de Santo Domingo saltó y se salvó. Pero ahora nos encontramos en Prulla, donde en 1206 Santo Domingo de Guzmán fundó un convento para monjas. Fue un evento muy importante, ya que sirvió de refugio para aquellas mujeres cátaras que abandonaban la herejía. ¿Pero qué es el catarismo? Los cátaros o albigenses fue una herejía que se expandió sobre todo por los territorios de Francia entre el siglo XI al XIII. En este momento, los albigenses, considerados herejía por la Iglesia Católica, defendían que en la creación había una dualidad, es decir, había un Dios creador y Satanás creador, además de un completo rechazo a todo lo material. Santo Domingo de Guzmán entró en contacto con estos pobladores cátaros, ya que en sus prédicas era el principal grupo al que se dirigía. En este momento también, entre 1206 y 1207, hay una gran eclosión intelectual en España, ya que se crea la primera universidad hispánica en Palencia. Y un poquito después, en el 14, tenemos la creación de la Universidad de Salamanca. Así que, peregrinos y peregrinas, disfrutar de esta gran etapa y nos vemos en la próxima. Fanjó était un bourg d'une certaine importance. Lorsqu'on voit Fanjó aujourd'hui, on voit un petit village qui paraît pas toujours extrêmement vivant. Au Moyen-Âge, on est dans une place forte qui est donc un lieu extrêmement vivant, un petit bourg fortifié bien placé puisqu'on est sur une hauteur, et donc parce qu'il s'agit d'un bourg important, c'est un des hauts lieux de l'hérésie cathare. Et donc Dominique s'y installe naturellement et va se mettre à prêcher dans la région naturellement, puisque c'est là que se trouvent les cathares, c'est donc là qu'il faut prêcher. Prouille est le cœur de la mission. C'est là qu'il réunit, donc avant mars 1207, la communauté de femmes qu'il a ramenées à la foi catholique. Un chemin mène de Fanjó à Prouille. Ce chemin, on peut imaginer que Dominique l'a parcouru des centaines de fois. Au bord de ce chemin de Saint-Dominique, la croix du Sicaire évoque une tentative d'assassinat contre Dominique. Prouille, Fanjó constitue comme un carrefour que Dominique empruntait. Alors, route pour aller à Carcassonne. En 1213, pratiquement pendant une année, Dominique prêche dans la cathédrale Saint-Nazaire, dans la cité actuelle. Sur la route qui mène de Carcassonne à Fanjó, des petits monuments érigés au XIXe siècle témoignent de la présence de Dominique dans la région et de son action miraculeuse. Miracle des blés ensanglantés, miracle de l'orage qui l'arrête. C'est à partir de Fanjó et de Prouille que Dominique part à Toulouse au printemps 1215. Lorsque l'on visite les lieux saints dominicains à Fanjó, Prouille, Montréal ou Carcassonne, il est difficile d'éviter une certaine déception parce que ce sont des lieux au fond extrêmement modestes. Qu'est-ce que l'on voit? Un ancien couvent qui est du XIVe siècle. On voit la maison que l'on appelle maison Saint-Dominique, pas tant maison de Saint-Dominique, c'est une maison du XIVe siècle. Où Saint-Dominique a-t-il vécu exactement à Fanjó? Eh bien, c'est bien difficile de le dire, parce que nous sommes dépendants des sources
Et les sources médiévales nous rapportent qu'il était dans la région, qu'il était à Prouille, qu'il a fondé le monastère, mais les sources ne sont pas si précises au point de nous dire exactement où il était. On est en train de raconter l'histoire d'un ordre qui est en train de se créer. Les sources ne se soucient pas de détails géographiques. Début XIIIe siècle, la parole de Dominique a converti quelques jeunes femmes cathares et c'est ici qu'il va les établir à la Motte, qui est un petit castrum, et je trouve que c'est un défi que Dominique a lancé puisqu'il a eu l'audace de réunir ici dans la plaine des femmes à une époque où on les réunit plutôt dans des bourgs fortifiés. Je vous invite maintenant à me suivre jusqu'au monastère que nous allons découvrir ensemble. Donc Prouille naît de la prédication de Dominique. La première communauté est attestée en 1206-1207 et il a établi son monastère à la croisée des chemins dans son terrain d'apostolat. Il y avait une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie qui est attestée dans les documents depuis le Xe siècle. Très vite, il va y avoir un grand nombre de moniales et on sait que à la visite canonique de 1340, il y a 160 moniales. À partir du XVIe siècle, effectivement, le roi de France va nommer toutes les prieures. Donc on va avoir ici une succession de 12 prieures royales jusqu'à la Révolution. Le monastère a subi un incendie en 1715. Et il va être reconstruit sur les plans de Mansart et cette construction va durer jusqu'aux portes de la Révolution. Au moment de la Révolution, au début de la Révolution, les sœurs ne sont pas inquiétées, mais en 1792, le maire de Fanjeaux va venir demander la restitution du monastère comme bien national. Et la prieure va demander un délai de 3 jours pour le restituer et pendant ce temps-là, en fait, toutes les sœurs vont partir de nuit emportant le peu qu'elles peuvent et elles vont se réfugier dans les familles alentours dont certaines sont issues. En 1883, le pape Léon XIII publie une bulle où il demande que le mois d'octobre soit dédié au rosaire. Et Monseigneur Billard va profiter de cela pour faire ériger une basilique en ce lieu de son diocèse qui est donc un lieu marial. Donc cette basilique, commencée en 1883, va avoir beaucoup de vicissitudes et en fait elle ne sera pas achevée. Depuis ces dernières années, la communauté a connu encore d'autres changements puisque en 2003, nous avons décidé de devenir communauté internationale et nous avons accueilli un certain nombre de sœurs, certaines venant pour quelques années repartant dans leur monastère, d'autres décidant de rester ici. Donc aujourd'hui la communauté compte une petite trentaine de sœurs issues de 12 nationalités.